Bonjour à toutes et bonjour à tous. On espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui nous va très bien. Bienvenue sur cette interlude culturelle numéro 2 de troisième interlude culturelle qui est aujourd'hui centré. Regardez notre merveilleux sommaire qui est affiché sur votre droite et nous on va se retrouver directement pour notre première œuvre qui est un film. Voilà, donc j'espère que ça va vraiment vous plaire. En tout cas, je pense qu'on a pris plaisir à tourner tout ça. Voilà, et on voulait découvrir. Et ça sortira régulièrement, mais on sait pas encore à quelle fréquence pour l'instant, donc on va pas s'avancer. Voilà. Exactement. Je vais très mal. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Mister Babadook. Mister Babadook, c'est un film que j'ai eu la chance de pouvoir aller voir en avant-première plus d'un mois avant sa sortie grâce à des places gagnées à Sens Critique, donc Avenue Hoche, dans des canapés en cuir avec ton ami, avec notre ami l'étranger. Ouais, voilà, c'est ça, j'ai invité l'étranger, donc on a été le voir ensemble. Donc, qui est sorti en donc en fait, nous on l'a vu fin juin. Il est sorti au cinéma. Il est sorti au cinéma le 30 juillet, un truc comme ça. D'accord, donc réalisé par Jennifer Kent, et c'est son premier film. Avant, elle a fait un ou deux courts-métrages d'horreur, mais c'est vraiment son premier vrai film. Des premiers rôles qui sont pas, enfin, des acteurs qui sont pas spécialement connus. Non, qui sont pas connus du tout même. Ouais. Ici Davis, Daniel Henschel, voilà, on le connaît pas. On connaît pas. Mais en tout cas, est-ce qu'ils sont efficaces? En fait, donc déjà pour replacer dans le contexte, en gros, c'est l'histoire d'une mère avec son enfant, donc qui galère. Parce que déjà c'est un gosse, et aussi parce que c'est un gosse qui est complètement dérangé. Enfin, il passe son temps à fabriquer. Il y a plus le père. En fait, déjà il est né le jour où son père est mort. Enfin, tu vois, du coup, en gros, il fête jamais son anniversaire, par exemple, parce que parce qu'en gros, il est né alors qu'elle aurait préféré qu'il naisse pas et que le mec soit toujours là. Tu vois. Donc déjà une petite problématique de départ. Et puis surtout, il est complètement dérangé. Il passe son temps à fabriquer des armes qu'il emmène à l'école et tout. Enfin, tu sais, genre des arbalètes. Enfin, genre. C'est un peu Naxi quand il était gosse, quoi. Et en plus, il hurle tout le temps. Enfin, il est assez insupportable et tout. D'ailleurs, il y en a qui supportent moins le film à cause de ça, mais du coup c'est vraiment très réussi parce que déjà il est assez antipathique dès le départ. Et surtout le film il pose une ambiance qui est complètement sensationnelle. Enfin, moi c'est vraiment j'avais jamais flippé devant un film vraiment, et là vraiment c'est un des films, juste grâce à son ambiance sonore j'ai réussi à être. Du coup c'est quoi le danger, parce que c'est pas le gosse? Alors en fait le truc c'est que une entité surnaturelle, quoi. En fait le gosse il est un peu chelou, tu vois, et un jour le jour de la lecture du soir, la mère elle lit elle trouve un livre sur l'étagère qu'elle connaissait pas. Tu as fait où est-ce que tu as eu ce livre et tout. Personne ne sait, on sait pas d'où vient le livre, et le livre s'appelle Babadook. Et donc elle commence à lui lire le livre, et là le livre c'est un conte, et tu sais c'est les livres en 3D là, tu sais, genre avec les trucs, et du coup quand elle le passe, et les images elles sont ultra glauques de ouf, et ça raconte l'histoire du Babadook qui va venir pendant ton sommeil et qui va te manger, tu vois. Et ça me fait des frissons, hein. Non mais putain, c'est vraiment plus mais le truc c'est que c'est vraiment non mais c'est que c'est vraiment hyper glauque, et du coup et à la fin mais t'as des images glauques, genre il montre l'enfant qui a la tête arrachée et tout, tu vois, genre, et du coup la mère elle referme le livre et elle le cache en haut d'une étagère et tout, et juste grâce au design sonore, par exemple t'as des moments de grand silence, et du coup rien que quand tu vas pousser le livre ça va faire un bruit strident et tu vas sursauter. Enfin vraiment le design sonore est incroyable, c'est un des meilleurs que j'ai vu dans un film. Et genre le film il doit durer à peu près 1h30, et genre la première heure mais j'étais tout le temps en transe un peu, parce qu'en plus du coup le Babadook il arrive petit à petit, tu vois, genre la mère elle jette le livre et puis il revient, tu vois, enfin genre ça sonne, tu vois, elle ouvre et puis il y a le Babadook le livre qui est là et tout, tu vois, enfin genre. Donc du coup c'est plus un film d'horreur que c'est vraiment un film d'horreur. Et par exemple genre la mère des fois elle va être sous sa couette et tu vas voir elle va voir des ombres à l'ombre du Babadook, et tu sais en fait le truc qui est génial c'est que tu sais pas si Babadook existe réellement ou alors si c'est un peu les fantasmes, etc. Et finalement petit à petit la mère et fils ils vont s'enfermer dans leur maison, enfin tu vois, un peu dans leur folie et tout, et il y a plein d'idées au niveau du design sonore, je l'ai dit, mais aussi au niveau graphique. Par exemple il va y avoir la télé tout le temps allumée, et la télé va passer plein de vieux dessins animés, tu vois, mais que les passages qui peuvent paraître un peu glauques des vieux dessins animés et tout, tu vois. Et du coup ça crée tout ça, tout ça ça crée une ambiance qui est super glauque, qui est super dérangeante, et c'est vraiment moi j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Et le problème, il paraît que la deuxième moitié, c'est pas la deuxième moitié, c'est la dernière demi-heure. En fait la dernière demi-heure, bon je dirais pas ce qui se passe, mais en gros elle brise, enfin t'es tellement à fond, t'es tellement sur les nerfs qu'au moindre truc auquel tu crois pas, ça brise un peu le truc. Et du coup la dernière moitié je l'ai trouvé vachement moins maîtrisé déjà, et du coup
elle fait trop la part des choses. Avant, tu savais pas si c'était réel, pas réel, et la deuxième moitié te donne vraiment la réponse. Ou la réponse ou presque, et du coup, si tu perds vraiment en subtilité, et ça devient peut-être même un peu ridicule sur certains passages, donc c'est vraiment dommage. Qui n'ont pas aimé le film du tout à cause de cette moitié, je peux comprendre. Enfin, moi, j'étais vraiment à fond, quoi. Faut parler du fait que ça a été financé par Kickstarter. Ouais, bah j'ai découvert ça il y a pas longtemps, genre $30,000 le budget quand même. Donc donc c'est assez incroyable ce qui est fait avec. Des effets spéciaux quand même en plus. On se souvient de Paranormal Activity aussi qui était tourné avec. Il y a pas énormément d'effets spéciaux, mais comme je te dis, il y a plein d'effets dans la recherche, tu vois, dans la recherche et tout. Il y a beaucoup d'idées. Ah oui, $30,000, franchement, c'est super bien de réaliser un film comme ça. Vraiment rien que pour les idées de réalisation. Enfin, moi je suis pas du genre à masturber sur la réalisation et tout, tu vois, mais genre vraiment pour. Non mais vraiment pour tout ce qui est au niveau du design audio et visuel et tout, la première heure c'est incroyable pour moi, ça vaut le coup vraiment rien que pour ça, quoi. D'accord. J'étais content de le voir en avant-première rien que pour ça, d'avoir gagné mes places gratuitement et tout. Bon bah c'est bien. Bah merci. Donc un film que je conseille, après peut-être qu'il plaira pas à tout le monde, mais en tout cas il est assez recherché. D'accord. We're only here briefly, and while I'm here, I want to allow myself joy. I've never loved anyone the way I love you. Me too. Now we know how. Alors Her, qu'est-ce que c'est? C'est un film de Spike Jonze qui est sorti le 19 mars 2014 si je me trompe pas. C'est un film que j'attendais beaucoup parce que l'univers de Spike Jonze je le trouve très bien. C'est un mec qui est assez cool et un peu délire dans son trip, qui faisait beaucoup de clips avant comme son ami Michel Gondry. Et c'est un film dont la star c'est Joaquin Phoenix, qui est un acteur que je trouve extraordinaire, qui est pour moi le meilleur acteur vivant, je précise, actuel en tout cas, et vraiment enfin, je l'attendais vraiment beaucoup parce qu'il parle c'est un film qui parle d'amour, et qui se passe dans un futur proche. Donc l'histoire c'est qu'en fait c'est dans un futur proche, il y a une OS, donc une application sur un système d'exploitation, un système d'exploitation avec lequel tu peux interagir. Et c'est une IA en fait. C'est une IA. Intelligence artificielle. Et donc ce qui se passe c'est que ce qui est montré dans la bande-annonce, c'est qu'en gros, le personnage de Joaquin Phoenix, je ne sais plus comment il s'appelle dans le film, va tomber amoureux de cette voix de la voix qui lui parle, donc qui est celle de Scarlett Johansson. Et qui, bon voilà, c'est un peu comme Siri mais en beaucoup plus évolué, quoi. C'est Siri en beaucoup plus évolué. Tu peux faire l'amour à Siri, quoi. En fait avec une intelligence c'est surtout qui est pas fixe, le programme il évolue et puis il s'adapte au monde, en fait, c'est ça en fait là. Alors moi il y avait un truc qui m'avait vraiment énervé, c'était les personnes qui avaient vu d'accord. C'était un truc qui m'avait vraiment énervé à l'époque quand j'avais vu, parce que je l'ai vu peut-être un mois ou 2 mois après sa sortie, donc c'était une séance spéciale, rétrospective légèrement, et il y avait un truc qui m'avait vraiment énervé, c'était les gens qui avaient vu le film, qui arrêtaient pas de le caractériser comme étant centré autour de la nouvelle technologie, et uniquement, c'est que c'était un film qui était sur la nouvelle technologie, pas du tout, alors que justement c'est beaucoup plus un film sur les relations. C'est un film qui parle de relations. Et ça c'était vraiment quelque chose qui m'avait vraiment énervé, parce que c'était les gens qui passaient vraiment à côté du film, c'était vraiment quelque chose sur la relation et pas tellement sur. Je sais pas comment tu peux trouver que ça parle des nouvelles technologies. Bah c'est ça, c'est parce que oui mais voilà, mais c'est pas centré autour de ça, quoi. C'est un film d'anticipation, donc c'est dans un futur proche qu'on sait pas, et ça parle en gros de. Je sentais que le vent allait arriver, parce que j'ai plus que les feuilles. C'est un film qui parle du coup de comment pourrait être le monde dans plusieurs années. Et donc là, d'ailleurs à ce niveau-là, je crois qu'il était excellent, parce que en termes d'esthétique, il y a eu un grand travail à ce niveau-là. Il se déroulait à Shanghai d'ailleurs. Non, il se passe à Los Angeles. Ah oui, il se passe à Los Angeles, mais tourné à Shanghai. Et d'ailleurs, pour ça qu'il y a beaucoup d'asiatiques dans le film. Après le pitch du film en soi, pareil, j'ai trouvé super intéressant, parce que bon voilà, tu peux vraiment faire un super truc. Après moi, un truc que je reprocherais à Her, c'est que je l'ai trouvé globalement hyper classique en fait. C'est-à-dire que son univers, c'est super joli, c'est vraiment très esthétique, mais à partir du fait assez extraordinaire que le personnage principal tombe amoureux d'une IA en fait, et de tous ces échanges, finalement l'histoire d'amour elle est très classique, et tout ce qui se déroule autour du film est très classique, ce qui fait que j'ai vraiment aimé le regarder, mais alors absolument à aucun moment il m'a transcendé ou vraiment transmis quelque chose, parce que voilà, c'est vraiment une histoire d'amour classique en fait. Là tu le vois, en fait tu le vois vraiment pour l'ambiance, parce que c'est vraiment ça qui est le plus important. Moi j'ai été le voir parce que j'ai gagné mes places sur Sens Critique encore une fois, et j'étais très content du coup j'étais content d'aller le voir, quoi. Mais si on n'est pas spécialement intéressé par les histoires romantiques classique, je pense que c'est pas forcément un film que je recommanderais personnellement. Par contre, si vous avez l'occasion de le voir à l'occasion, pour moi pourquoi pas, c'est un bon film. Ça veut dire pourquoi j'ai aimé le film. Enfin, globalement c'est un film que j'entendais monts et merveilles, donc c'est un grand roman. Il y a l'Oscar de meilleur scénario, mais moi je trouve qu'il mérite pour plusieurs raisons, parce que déjà pour l'écriture du nouveau monde, enfin du monde de plus tard, parce que j'ai jamais vu dans un film un monde futuriste qui est aussi réaliste. Ça pourrait tellement être le monde de 2025, exemple.
Peut-être un peu plus loin quand même. Mais c'est vrai que... genre voilà, par exemple, parce que il y a vraiment, le film parle pas des nouvelles technologies en soi, mais il te montre comment l'homme s'intègre, comment la nouvelle technologie s'est intégrée. T'es de plus en plus connecté, mais du coup t'es de plus en plus tout seul. Et sans en faire une critique, ça montre en fait. Et je pense pas que Spike Jonze cherche à faire une critique, parce que c'est Spike Jonze qui a écrit, c'est d'ailleurs la première fois qu'il le fait, je crois. Et non, il me semble, sinon il est écrit. En tout cas, ouais, c'était vachement bien fait au niveau des relations et comment c'est développé. C'est très intéressant parce que ça questionne beaucoup sans forcément donner de réponse, mais genre ton rapport aux autres. Est-ce que tu peux tomber amoureux de quelqu'un qui n'existe pas en soi, mais qui est une IA? Et comment du coup ton rapport aux gens? Enfin, il y a beaucoup, ça soulève beaucoup de questions, mais ça ne répond pas forcément. Je pense que c'est. En fait, elles sont pas vraiment. C'est toi qui te les poses, mais elles sont pas forcément abordées dans le film. Justement, c'est ça que j'apprécie en fait. Ouais, c'est vrai que j'étais un peu déçu. C'est que. Non, bien sûr. C'est que du coup, les seules questions qui sont abordées, c'est les trucs classiques, quoi. Tu vois, genre, est-ce que. Non, mais il y a quand même des idées avec ça. Non, mais il y a des idées. Moi, j'ai apprécié le film, quoi. Mais par rapport à son potentiel, je trouve qu'il était quand même un peu sous-exploité. Il y a quand même de grandes idées en termes de mise en scène et même par rapport à l'ambiance. J'ai trouvé Phoenix vraiment bof. Non mais ça, tu mérites des claques. Phoenix il est exceptionnel. Non mais arrête. Sinon Phoenix il est tout le temps tout seul à l'écran, il porte le film et de manière vraiment insipide quoi tout. Oh non mais c'est ton personnage qui est comme ça, mais lui il le porte magnifiquement. Sinon par rapport à la musique, elle est vraiment très d'ailleurs c'est fait très bonne musique d'ambiance. Donc la musique est composée par le groupe de rock Arcade Fire et qui fait une très bonne OST et qui est un bon groupe de manière générale, mais si je connais pas plus que ça. J'avais un putain de bug sonore pendant toute la projection du film, donc j'avais un tout petit parasite en fait, c'était un micro parce qu'il y avait un mec qui faisait une présentation et t'avais le micro qui était toujours branché. C'est trop chiant quoi. Mais bon, du coup, même s'il y avait ça qui m'avait gêné, j'avais vraiment adoré l'ambiance sonore qui était vachement bien faite quoi en fait. Moi c'est un film que je recommande parce que je le trouve très intelligent, même s'il il a pas fait aussi bien que ce que j'en attendais, mais je le trouve vraiment très bien ce film. Voilà, j'ai beaucoup apprécié. Ouais bah moi aussi. C'est l'histoire d'amour qu'a Guilhem de toute façon. C'est bien. Donc, Ishokan Friends ou One Week Friends, en fait, c'est l'histoire d'un garçon qui est amoureux d'une fille, d'un lycéen. C'est obscène. D'un lycéen qui est amoureux donc d'une fille de sa classe. Le seul problème, c'est que cette fille-là, elle évite un peu tout le monde dans la classe. On sait pas trop pourquoi. Et puis, il va devenir un jour ami avec elle. Et le lundi matin, en fait, quand il va revenir, en fait, elle aura complètement oublié tout ce qui s'est passé. C'est une fille qui, chaque week-end, perd la mémoire et la retrouve et la garde seulement toute une semaine. Il y avait un autre film comme ça. Mais il y a pas mal de. Il y avait un film qui exploitait ça. Je crois que je sais plus avec qui c'était exactement, mais en gros, chaque jour, t'avais la fille qui, sa mémoire se redémarrait. Donc, il y avait son père qui avait conservé des journaux de la même date. Et là, c'est ça. Lui, justement, il est amoureux d'elle et le seul truc qu'il a envie de faire, c'est de se rapprocher finalement d'elle pour essayer évidemment de se la tirer et de se la faire. Et en gros ça part, il y a de très bonnes intentions, c'est-à-dire que lui il va dire écoute, essaye de tenir un journal, comme ça tu le liras chaque lundi matin avant de venir en cours et tu te souviendras de moi. Et ils essayent de faire des petites interactions comme ça, tu vois. Alors tu peux te dire que ça va être très plat et effectivement ça l'est. C'est un animé qui est très très sage sur toute sa longueur. Il fait une saison pour l'instant, 12 épisodes. On ne sait pas s'il y aura de saison 2 pour l'instant, elle n'est pas annoncée. 2014, sortie printemps 2014. Le manga arrive bientôt à sa fin, en tout cas. Et il y a pas mal de personnages en fait. Le problème c'est que les personnages secondaires sont un peu mous. C'est-à-dire que l'animé est très lent. Très très lent dans ce qu'il raconte. Il a une ambiance doucereuse absolument fantastique. Il y a si tu veux, la palette de couleurs est très blanche, très sobre. Ça n'a vraiment pas de parti pris, mais c'est mignon comme tout. C'est une série qui est très sincère en fait au niveau de ses sentiments, mais le problème c'est qu'il y a des personnages secondaires qui sont quand même vraiment un peu trop mous. Ça fait que parfois c'est vraiment trop lent. D'accord. Parfois on est limite à s'ennuyer, surtout quand il y a des personnages secondaires qui, quand ils arrivent, sont pas du tout intéressants. Finalement on leur ajoute un petit peu de sel pour que ça ait du goût au final, mais voilà, c'est une série vraiment à l'ambiance doucereuse, très sympathique, qui casse pas trois patins à un canard, mais
à regarder, c'est très sympa et ça passe très très vite. Donc moi je vous la conseille. C'est très sincère, c'est très mignon, mais ça va pas chercher midi à 14h. C'est très sympa. Voilà. Donc Maus, c'est une BD que j'ai découverte récemment. C'est un classique en fait. Ouais, et qui est un classique et qui est une BD extrêmement réputée. Donc c'est une BD qui a été entièrement écrite par Art Spiegelman. Donc qu'est-ce que ça raconte? En fait, c'est l'histoire de son père. Donc Art Spiegelman, en gros, son père il était juif dans les camps de concentration. Donc il a fait et en fait il avait un bon juif. Ça commence bien. il a vécu en fait non, c'est vraiment hyper trash comme bande dessinée en plus. Donc ça c'est un comics plutôt. Donc Large, donc en fait c'est plus un roman graphique en fait qu'un comics. En noir et blanc. Ouais, donc c'est en noir et blanc et donc en fait la démarche de Maus est assez particulière puisque en gros il y a deux axes dans Maus. Donc à la fois il raconte la jeunesse de son livre. Donc comment il est allé chez son père et comment son père lui racontait l'histoire. Donc en fait tu vois à la fois son père donc qui était dans les camps et donc comment il est à l'époque. Donc c'était dans les années 80. En fait il est sorti en 2 tomes. Le premier, enfin maintenant moi j'ai lu l'intégrale directement et donc il y a eu un paquet d'années, genre entre 6 ou 8 ans entre les 2 tomes. Donc c'est en gros c'est 80 et 89, quelque chose comme ça. Je sais plus les dates exactes, mais c'est pas très important. C'est rare. Et parce qu'en fait le premier tome a connu un succès fulgurant et du coup il a eu une grosse panne d'inspiration pour le deuxième parce que du coup c'était très très dur d'essayer de faire aussi bien. Ouais, parce que c'est vraiment quand on va dans le culte comme ça, je pense que ça manque des années pour vraiment retrouver l'inspiration. Surtout que c'est une histoire réellement authentique, c'est-à-dire qu'il allait réellement chez son père et du coup il se faisait des séances où en fait il était dessinateur, donc c'est lui qui dessinait la BD et qui l'écrivait. Donc en fait il a complètement réalisé la BD. J'ai 2 fois plus de thunes. C'était pas son but, je pense. Oui, mais je sais bien. Et du coup donc cette BD là, donc il allait chez son père et donc son père lui racontait vraiment comme ça et lui il prenait des notes et après du coup il dessinait sa BD. Et donc le parti pris graphique c'est que en fait chaque frange de population va être un animal. Donc les juifs c'est les souris, les nazis c'est les chats. Donc assez bien pensé dès le départ. Comme Rodrigo l'a dit, les chats sont des fils de pute. Voilà, exactement. Et du coup, mais il va y avoir également d'autres. Bon, par exemple, les Français, ça va être des grenouilles, tu vois. Il va y avoir, donc voilà, il va y avoir différents. Et les Français juifs. Mais du coup, c'est vraiment une idée de génie parce que du coup, tu vois, si t'avais montré des personnages humains, c'est peut-être beaucoup moins attachant et finalement, les personnages animaux vont être vraiment réellement attachants et tu vas vraiment t'attacher à cette perspective-là des juifs souris persécutés. Et ce qui est incroyable aussi, ce qui est vraiment complètement sidérant dans Maus, c'est que c'est un récit vraiment de ce qui a été. C'est vraiment une sorte de fresque historique et c'est pas du tout, c'est pas un tire-larme ou quoi que ce soit, c'est vraiment tel que le père il l'a raconté et en même temps peut-être un peu enjolivé quand même. En même temps non vraiment ça sent pas du tout enjolivé et vraiment en fait tu vois à quel point lui il est affecté, tu vois, en gros il compte tout le temps tous ces trucs et tout, enfin ça fait vraiment un peu. D'ailleurs un des trucs qu'il raconte Art Spiegelman, c'est qu'il a il raconte un peu ses doutes aussi quand il crée la BD et il a un peu peur parce que justement ça fasse le vieux juif cliché hyper accro à l'argent et tout parce que tu vois que son père il compte tous ces trucs et tout. Enfin il y a un passage qui est sidérant où il rapporte son paquet de céréales à moitié entamé au magasin pour je sais plus quelle raison et tu vois donc son fils lui dit c'est ridicule, ils te le reprendront jamais et puis dans le magasin il commence à expliquer comment c'était dans les camps et tout, du coup le mec il lui reprend son paquet. Enfin tu vois il y a plein d'anecdotes de vie comme ça qui sont assez sidérantes et vraiment du coup ça raconte. Donc à partir du début de la guerre jusqu'à la fin de la guerre, comment lui il a pu survivre et c'est là que tu vois toute l'ampleur. Enfin on connaît tous tu vois un peu l'histoire des camps de concentration etc. Mais tous les trésors d'inventivité qu'il a fallu qu'il déploie pour survivre, mais c'est un truc mais t'as même pas idée et c'est absolument incroyable tout cet homme à travers tout ce qu'il est passé tu vois et vraiment arriver à retranscrire tout ça à travers un roman graphique. Au début tu vois moi j'étais assez fasciné par vraiment toute l'histoire, par tout ce qu'il raconte et par toute cette authenticité, c'est assez incroyable. Et c'est un truc qui gagne encore plus avec le temps quand il repense parce que arriver à retranscrire de manière aussi pertinente et aussi fidèle ce que son propre père tu vois a vécu, c'est vraiment, enfin tu comprends que c'est qu'il a mis des années et des années à le faire et à le peaufiner. C'est un bel hommage quelque part et puis c'est une façon de faire en sorte qu'on se souvienne. Voilà. Et le premier tome a été un succès extraordinaire et du coup pour le deuxième il avait eu beaucoup de mal comme je disais. Donc vraiment moi je l'ai découvert il y a peu donc c'est assez ancien et je pense que 86, non un truc dans le genre. Ouais voilà c'est par là, c'est dans les années 80 et du coup je pense que c'est même si on est intéressé un tant soit peu par l'histoire tu vois pas forcément par cette période là de l'histoire tu vois. Moi je l'ai acheté pour une personne proche particulièrement intéressée par cette période là de l'histoire et du coup je l'ai lu après mais vraiment même si on n'est pas spécialement intéressé c'est quand même un bouquin qui prend vraiment au trip et assez long à lire et en plus. Le coup de crayon il est comment? Le coup de crayon est vraiment top tu vois. C'est simple
Mais en noir et blanc et simple justement, est-ce que c'est pas non, c'est vraiment justement il arrive. Moi je trouve que justement il arrive via ce coup de crayon à capturer toute l'horreur via des trucs assez simples en fait finalement, tu vois. Et justement il en fait pas des tonnes, etc. Tu vois, il y a pas de gore ou de machin et tout. Ouais. Et puis des fois tu tombes des nues devant certains trucs que tu ignorais quand même et vraiment. Enfin voilà, c'est quand même. Si on est un temps soit pas intéressé par l'histoire. Et du coup, tout au complet, ça coûte cher encore aujourd'hui. Moi, je l'ai acheté pour une trentaine d'euros. L'intégrale coûte 30 euros. Voilà, c'est une trentaine d'euros. Je pense que tu peux le trouver un peu moins cher. Ouais, j'avais dû l'avoir. Un BD, c'est quand même une trentaine d'euros. Mais c'est vraiment, c'est un roman graphique, c'est comme ça. C'est un pavé, c'est Watchmen. Oui, je vois, c'est exactement le genre de bouquin. C'est un roman graphique, quoi. Donc voilà, moi, je le conseille. Tu m'as donné encore plus envie que ce que j'avais déjà. Bon, bah parfait. Merci. Donc Big TV, qui est un album de White Lies que j'ai vraiment apprécié. Alors White Lies, c'est un groupe qui a été mis en avant dans Need for Speed Hot Pursuit, donc de Criterion Games, qui est, c'est un groupe que j'ai vraiment apprécié. Ça avait sorti Bigger Than Us, qui était vraiment un morceau qui était vraiment magnifique de leur deuxième album. Qui s'appelait Ritual. C'est vraiment ça qui m'a. Le morceau était sorti dans l'OST du jeu de Hot Pursuit, je crois, avant même que l'album soit annoncé. Donc vraiment, j'attendais vraiment l'album quand il est sorti. Ouais. Donc là, c'est le troisième album. Donc il est sorti en août 2013 et donc du coup, je l'ai écouté récemment et j'ai vraiment adoré en fait. Au niveau du, c'est dans le même style que, tous mes albums préférés en fait. C'est vraiment, c'est-à-dire que c'est des morceaux qui s'enchaînent avec des transitions qui sont vraiment bien faites. T'as des morceaux vraiment atmosphériques. T'as Space 1 et Space 2 qui sont vraiment des morceaux qui sont vraiment, très très instrumentalisés et très bien composé, très atmosphérique et qui annonce en fait le morceau suivant en fait. Okay. C'est-à-dire que tu auras quelques notes du morceau suivant. Du coup, c'est ce que j'ai vraiment apprécié dans l'album, c'était que ça avait une suite en fait. Peut-être pas au niveau des paroles, mais au niveau de la musique. Ça fait un album assez homogène en fait. Voilà, c'est ça. Et vraiment, le single Big TV justement qui donne son nom à l'album. Je l'ai vraiment bien apprécié, c'est le premier morceau de l'album et vraiment j'ai vraiment bien apprécié ce morceau. Rien que dans les paroles, j'ai trouvé ça vraiment, que ça sonnait vrai en fait pour certaines choses dans la société par rapport à la société dans laquelle on vit actuellement. Mais sinon, mis à part ça, il y a quelque chose que je reproche toujours c'est le troisième album et c'est quelque chose que je reproche à chaque album, c'est-à-dire qu'il y a un morceau où tu te fais vraiment chier en fait au niveau des paroles parce que c'est très très lassant en fait. D'accord. Je sais plus lequel c'est exactement dans celui-là, mais c'est quelque chose que je reproche vraiment à ce groupe-là. Mais mis à part ça, ce groupe a vraiment un style particulier avec une voix très très grave et vraiment de la musique qui est vraiment très très forte en fait, qui peut être vraiment très très puissante instrumentalement parlant. Ouais. Donc voilà, mais c'est un album que je recommande. Je recommande aussi d'ailleurs les deux précédents, même si le deuxième c'est mon préféré pour l'instant. Donc voilà, Ritual qui est vraiment mon préféré. D'accord. Avec Bigger Than Us qui est vraiment magnifique. Avec tous les morceaux. Okay. Non mais voilà, c'est un album que je recommande parmi les autres. Bien. Donc voilà. Et c'est un groupe anglais et les albums sont super rares. Je les ai pas trouvés à la Fnac, donc j'ai été obligé de les acheter en Angleterre. Donc, oui, d'accord. Motivé le mec. Okay. Voilà. Il est exprès. Eurostar. Voilà. Eurostar. Donc Alors Stéréophonique, c'est un EP qui a été sorti par Raphaël Dill en 2012, donc c'est pas tout récent mais c'est pas vieux non plus. Raphaël Dill, qu'est-ce que c'est? Vous allez peut-être finir par le connaître à force que je vous en parle. C'est le compositeur, il fait majoritairement des OST et donc il a composé pour Soldier X, Himmelsturmer et Soldier X2. D'accord. Et c'est aussi le compositeur de Gunlord dont l'OST est complètement fabuleuse. Et dont le test peut-être pas encore sorti. Le test peut-être pas encore sorti, mais en tout cas il est tourné donc donc voilà. Donc Raphaël Dill, c'est un compositeur allemand. Qui a donc du coup non en fait je sais pas, je le connais pas personnellement peut-être, en tout cas peu importe qu'il soit nazi ou pas, parce que sa musique déchire sa race. Il a des compositions qui sont toujours extrêmement inspirées, qui sont en fait ce qui est génial, c'est qu'en plus il est pas connu, du coup on peut le contacter régulièrement
Enfin, on peut juste aller sur sa page Bandcamp, tu vois, et lui envoyer un message. On peut lui dire ouais, j'ai envie que tu composes pour mon jeu, etc. Donc voilà, c'est. Oui, tu composes pour les choix, on peut dire ça. Bah franchement, tu sais, je me dis si un jour je fais un jeu, je pourrais le contacter parce que sa musique est toujours vraiment ultra inspirée et toujours différente et ça reste un peu dans les sons un peu électroniques, etc. Ouais. Et donc Stereophonic, c'est un EP qui est composé de 3 tracks. Donc la première, c'est un peu une sorte d'introduction, un peu comme si c'était dans une fusée, dans une sorte de voyage spatial avec des sons et tout. C'est une invitation au voyage, voilà. La deuxième, donc la première, ça s'appelle Stereophonic. La deuxième, c'est Signs. Donc pour moi, c'est la meilleure. Elle est excellentissime. Elle dure, je sais plus 6 ou 8 minutes, un truc comme ça, et c'est vraiment un trip. Je pourrais pas dire si c'est électronique ou quoi. C'est un truc de drogué aussi. Non, c'est pas vraiment un truc de drogué, mais moi j'ai l'impression d'être un peu drogué quand je l'écoute. Enfin, je kiffe vraiment. Donc un truc de drogué quoi. Mais ça n'a rien à voir avec Godspeed Black You en plan 1. Et la dernière track qui est un petit peu moins bien, Aurora, mais qui a quand même des. Je trouve quand même vraiment fait rire. Bah, en l'écoutant beaucoup, il y a des passages que j'adore quand même. Donc en fait, c'est juste un EP de 3 tracks. Donc vous tapez Stereophonique de Raphaël Diel sur Google, vous pouvez l'écouter, c'est assez rapide, hein, c'est une demi-heure, un peu moins. Okay. Et donc je vous conseille vraiment d'y jeter un coup d'œil et de vous intéresser au monsieur parce que moi j'ai hâte en tout cas qu'il fasse d'autres EP ou d'autres albums hors OST parce que il fait vraiment une musique de taré. Pour moi c'est un de mes compositeurs préférés de jeux vidéo actuellement, donc voilà, à découvrir.